on va essayer de compléter et de continuer ce qu'on a déjà vu dans les deux séances précédentes. On est arrivé à l'indicateur petit c concernant donc, la partie 3, concernant le langage ladder de la bobine KM2. Donc la bobine KM2, c'est la bobine du contacteur qui commande le moteur M2. Donc pour compléter le programme, on doit chercher où se trouve cette bobine. D'après les adressages de l'API Zelio, on a Q2 là et Q2 là. Q2, c'est l'adresse de la bobine KM2 qui commande le moteur M2. Donc, il nous donne un schéma dans lequel on va faire le programme ladder. Donc, on voit ici une sortie qui est Q2, qui est relative, donc Q2 qui représente la bobine KM2. Donc, comment on doit faire pour faire le programme? Le programme, ça sera un schéma électrique, si vous voulez, concernant l'équation de Q2. Quelle est l'équation de Q2 d'après le graphe 7 Zelio? Q2 égale M2, M4, et Q2 égale M6. Donc, Q2, elle est là, mais n'oublions pas qu'elle est là. Donc, Q2 est égal à M4, ou dans le sens de l'algèbre de Boole, ou M5, ou M6. Donc, c'est ce qu'on va mettre ici. C'est tout simple, c'est très simple. Donc, schéma électrique ici va nous présenter 3 contacteurs qui sont en série. Pourquoi en série? Parce qu'on a OU. Et ces 3 contacteurs, ce sera des contacts M4, M5 et M6. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et la sortie, ça sera Q2. Donc l'équation, si on veut écrire l'équation de Q2 s'écrit Q2 égale M4 ou M5 ou M6. Relativement simple. Et voilà le programme ladder. Avec ici, on a M4, M5 et M6. Voilà. Et voilà la réponse à cette question très simple qui vaut 1,5 point. Voilà. Donc, on va passer à la situation d'évaluation numéro 2. La situation d'évaluation numéro 2 concerne généralement la transmission d'énergie et les calculs. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on a comme exemple ici. La CEF2, situation d'évaluation 2, tâche 2.1, choix des moteurs. On doit dimensionner le moteur triphasé qui commande les deux vis d'Archimède. Donc, schéma, elle est là, le moteur, il est là, il y a une poulie là, une autre poulie là, il y a une courroie et il y a une transmission de là, avec ici un réducteur à engrenage et un accouplement, et on a la vis d'Archimède qui est là. On va essayer d'agrandir tout ça pour voir mieux. Donc, la tâche SEV, la tâche relativement à la CEF2. Donc, tâche 2, relative à la CEF2, et la première, choix du moteur électrique asynchrone triphasé, se basant sur les exigences et les données du cahier de charge, document ressources 15-17. Lorsqu'on vous donne dans l'examen document ressources tel, il faut le mettre devant soi, sous vos yeux, pour que vous puissiez prendre les données et les énoncer directement à partir de ce document. On va considérer que chaque pas de la vis contient le même volume élémentaire. Lorsque la vis tourne, elle apporte avec elle un volume élémentaire d'eau usée, et que ce volume monte dans l'auge 38, on va la voir tout de suite, suivant l'axe de la vis d'Archimède 25, document ressources, page 12, 17 et 13, 17. 12, 17, c'est ça, et 13, 17, c'est la nomenclature. Il faut les poser devant soi quand on étudie ces problèmes. Nota bene. Pour cette tâche de 1, prendre 2 chiffres après la virgule dans les calculs qui suivent. Donc lorsque vous faites des calculs, n'allez pas au 3e chiffre après la virgule.
Calculé en tenant compte du volume élémentaire VE, la fréquence de rotation NV en tours par minute avec laquelle la vis 25 doit tourner afin de respecter le débit maximal QM 680 litres par seconde ou 680 décimètres cubes par seconde parce que le litre c'est le décimètre cube. Donc on a posé ça dans le cahier de charge et on veut chercher quelle est la vitesse avec laquelle on va faire tourner la vis d'Archimède. C'est ça le but du calcul. Voilà la nomenclature, document 13-17. Voilà le document 12. Voilà. Donc, lorsque vous voulez faire un calcul de transmission, partons d'un point de la chaîne cinématique vers un autre point, il vous faut ce qu'on appelle un synoptique. Un synoptique, c'est quoi? C'est le schéma de transmission de l'énergie. Si on vous le donne dans les données, c'est bien. Si on ne vous le donne pas, il faut le faire. Donc, je vais vous montrer comment faire sortir un synoptique, même si on ne le donne pas. Dans cet examen, on ne l'a pas donné, mais vous pouvez le faire sortir. Quel est le premier élément de la chaîne cinématique? La chaîne d'énergie. C'est le moteur. Le moteur, c'est un système, c'est une boîte SADT qui a une entrée et une sortie. Donc, l'entrée, c'est une énergie électrique. La sortie, c'est une énergie mécanique de rotation. C'est un convertisseur d'énergie. D'accord? Ensuite, à la sortie du moteur, on a de l'énergie mécanique sur rotation. Il passe dans un système polycourant. Voilà le deuxième élément de la synoptique. Ensuite, l'énergie pénètre dans le réducteur à train simple. Le troisième élément de la transmission, l'accouplement, c'est le quatrième élément. Et on a la vis d'Archimède, la cinquième, et l'eau va prendre l'énergie sous forme hydraulique, donc il est dans la synoptique. Donc je vais vous montrer l'exemple d'un synoptique d'énergie. Voilà, le moteur asynchrone, polycourroie, réducteur à train simple, accouplement, vis d'Archimède et liquide. Si vous mettez au brouillon ce synoptique, vous n'aurez pas de problème pour le calcul qui suit. Pourquoi? Parce qu'on pose à la sortie du moteur, quelle est l'énergie qui sort? La puissance qui sort, c'est la puissance moteur. Et ici, on a une puissance électrique. Quelle est la puissance qui sort du système polycourroie? C'est la puissance RE. Puissance RE. Quelle est la puissance du réducteur? Le réducteur, voilà. On a là le rapport entre la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Il est toujours égal au rendement. Et ça, vous le connaissez. K, c'est le rapport de réduction de vitesse. La vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée est égale à K. On a ici le rendement du réducteur. On a l'accouplement. On a le rendement de l'accouplement. On a le rendement de la vis d'Archimède. Et on a le liquide qui va recevoir l'énergie ou la puissance sous forme hydraulique. Voilà. On a ici la puissance électrique, la puissance de la vis et la puissance utile qui est donnée au liquide pour le faire remonter à un niveau suffisant, ou là satisfaisant. Synoptique de la transmission de la puissance. On va essayer de voir la première tâche concernant la première question concernant la première tâche de la deuxième situation d'évaluation. Calculer en tenant compte le volume élémentaire, VE, la fréquence de rotation avec laquelle la vis doit tourner afin de déterminer le débit. Donc, calculer en tenant compte de ça, le volume, le débit qu'on aura. Donc ici, on a le débit est égal, le volume élémentaire multiplié par la fréquence de rotation. Vous l'avez déjà vu en mécanique des fluides. Donc, c'est un calcul relativement simple. Donc, la vitesse de la vis 25, NV égale, vous faites passer ça ici, ça devient au dénominateur, 60 au numérateur. Voilà, application numérique, on trouve 46,95 tours par minute. Voilà la vitesse de rotation de la vis pour avoir ce débit. D'accord? On va passer au deuxième indicateur. Ici, on nous demande de déterminer en tenant compte du pas de la vis, de la vitesse V, déplacement de l'eau supposée constante suivant l'axe, en prenant la fréquence de rotation NV. Donc, on a le pas, on a la vitesse et on a la fréquence de rotation.
c'est un changement d'unité, c'est tout. On l'a déjà vu plusieurs fois. On a, pour un tour d'une rotation d'une vis, on a un pas. Donc, pour un tour, on a un pas. Pour n tours, on a la vitesse. Règle de 3. V fois 1 est égal à n fois le pas. Donc, V est égal à n fois le pas. C'est ce qu'on va mettre ici. Là, c'est la rotation de la vis, et ça, c'est le déplacement de l'écrou, si vous voulez. Donc, c'est une relation relativement simple. V est égal à nv fois le pas sur 60. Pourquoi ce 60? On ne l'a pas vu là-bas. Ce 60, c'est pour la conversion des unités. La vitesse, c'est toujours en mètres par seconde, et la fréquence de rotation, c'est tours par minute. Donc, on divise par 60 pour trouver une vitesse de rotation, une fréquence de rotation en tours par seconde. Application numérique, et on a le résultat de 0,47 mètres par seconde. Afin de déterminer la puissance nécessaire, bout de bout, l'entrée de la vis 25. Détermination du nombre de pas, NP, le long de l'hélice. C'est une question relativement simple. Vous avez une hélice et vous avez la longueur de l'hélice. Il demande le nombre de pas et il nous donne le pas. Donc la longueur de la vis divisée par la distance qui est égale au pas va nous donner le nombre de pas. C'est quelque chose de très simple. Le nombre de pas est égal à la longueur de la vis divisée par le pas. On a 20 pas,4. 20 pas, 20 hélices dans la vis. On va continuer. Déduction en tenant compte du volume élémentaire VE et en prenant le nombre de pas. 20 volume total d'eau usée mis en mouvement par la vis. Donc on a le volume élémentaire se déplacer dans un pas et on vous donne le nombre et on vous demande le volume total. Donc le volume total est égal au volume élémentaire multiplié par le nombre de pas. Parce que chaque pas va relever ce volume élémentaire. Et on a ceci. Donc on a 17,72 mètres cubes. Calculer la puissance utile PU pour élever, suivant l'axe de la vis, le volume total V en tenant compte de l'inclinaison de la vis. Ah, ça, c'est une question qui concerne la vis d'Archimède. La vis d'Archimède, la puissance utile, vous l'avez vu au cours. Donc la puissance utile, ou la puissance pour soit soulever, soit faire tourner la vis à partir d'une chute d'eau, c'est toujours la puissance égale ρ, G fois Q fois H. Vous l'avez déjà vu. Donc cette formule, on l'a déjà vue au cours. On a Q qui est le débit est égal toujours le volume sur le temps, et on a H, la hauteur de remontée d'eau, est égale à la longueur de la vis multipliée par sinus alpha. Si on mélange tout ça, on aura une formule relativement simple. Voilà. PU égale VT ρ G V sinus alpha. Comment on fait? On va remplacer Q par VT sur T, ici, et VT, c'est quoi VT? C'est la longueur sur le temps. La longueur, elle est là, est égale à H sur sinus alpha. C'est très simple, et on aura ceci. L'application numérique, pour ne pas vous juger sur une erreur que vous avez faite, donc si vous avez fait des calculs faux là, on vous a donné des valeurs pour calculer. Donc on ne va pas vous punir pour quelque chose que vous avez fait là-bas. Donc si vous faites une erreur là, elle ne sera pas répercutée sur ce qu'on a là. Donc on vous donne des valeurs nouvelles. Donc la formule est la voici, et la valeur de la puissance que va développer la vis d'Archimède est égale à 46,86 kW. Détermination en prenant PU, regardez, pour ne pas faire la même erreur, on vous donne la puissance pour faire le travail dans cette question-là. Donc la puissance nécessaire pour ça, en tenant compte du rendement NV, égale 0,65 de celle-ci. Attention, on vous donne le rendement, la puissance. Donc il faut revenir au synoptique. Synoptique, et on va voir que
quoi? Synoptique. À quoi est égal NV? NPC est égal à PE sur PR. Et NV là est égal à la puissance PU sur PV. On va utiliser cette relation-là. Donc je vais revenir là. NV est égal à PU sur PV. On va permuter MUV avec PV et on a la puissance de la vis est égale à la puissance utile de la vis sur le rendement de la vis égale 47 donné là et on trouve 72,30 kW. On passe à la suite du calcul. Voilà. Donc voilà la synoptique. Pour choisir le moteur, déduction de la puissance PRE nécessaire à l'entrée du réducteur. Donc en tenant compte de mu accouplement et celui du réducteur. Donc on vous demande PRE en tenant compte du rendement de ACC et de mu R. Et on vous donne PV. Si on revient au synoptique, on vous donne ça et ça. Et on vous demande de calculer quelque chose qui ressemble à ça. Donc le rendement, le produit de rendement va donner le rapport des puissances. C'est relativement simple aussi. Donc là, PRE, si je mets le rendement fois le rendement là, j'ai la puissance de sortie du système sur l'entrée du système, la puissance d'entrée du système. Je permute là et j'ai un calcul simple qui nous donne 81,01 kW. Voilà. Calculer la puissance mécanique PM utile sur l'arbre du moteur en tenant compte du rendement. Lorsqu'on vous demande une puissance avec un rendement, c'est toujours un calcul de la puissance de sortie sur la puissance d'entrée égale le rendement. Voilà. Donc c'est toujours la même chose. Le rendement égale la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Il suffit de voir dans la synoptique. Donc vous permutez et vous avez la puissance PRE sur mu, le rendement des poulies courroies, qui est 0,95. Vous avez 85,27. Calculez la vitesse de rotation Nm en tour du moteur permettant de donner à la vis 25 la vitesse de rotation Nv égale 47 tours par minute. Donc la même chose, si vous passez à la synoptique, vous pouvez remarquer que la vitesse Nm, la vitesse NV-Nm, le rapport est donné par le rapport de vitesse. Le rapport de vitesse ici, c'est le rapport de vitesse du système poulie-courroie et du réducteur, les deux ensemble. Si je reviens là, voilà. Si je veux avoir le rapport de vitesse entre ces deux-là, la vitesse de rotation là sur la vitesse de rotation là, j'ai la même chose. Le produit des rapports de vitesse. Donc N ici sur N là est égal le rapport ici fois le rapport là. Le rapport là est donné dans les données. Il est donné. Il est égal à 1 sur 36, je crois. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Donc ça, on l'a déjà vu. Voilà. Donc K, c'est le rapport de poulie-courroie. Du réducteur. Et dP sur dr, c'est le rapport des poulies. Donc le rapport poulie-courroie. Donc le produit de rapport est égal le rapport des vitesses. K du réducteur égale à 1 sur 31,5 multiplié par les deux poulies sont égales. Le diamètre des poulies sont égales. Donc le rapport égale à 1. Donc Nm égale à Nv fois 31,5 égale 47 fois 31,5 égale 1480,5 tours par minute. Et voilà, on peut choisir le moteur. Donc on va choisir le moteur. Donc là, c'est un rappel de synoptique. Voilà, le moteur. Si on prend la puissance qu'on a trouvée avec la vitesse de rotation, on doit choisir un moteur de ce type-là, 90 kW, et la vitesse de rotation 1482, c'est ce qu'on a trouvé. Donc le moteur, c'est un LS 280 MP. Voilà le choix, en fonction de la puissance qu'il doit développer et la vitesse de rotation. Voilà. Donc,
Donc on passe à la tâche 2, vérification de la résistance et de la rigidité à la torsion de l'arbre 15 selon les données suivantes. Donc on vous donne les données. Vérification de la résistance et de la rigidité de la torsion de l'arbre 15 selon les données suivantes. L'arbre 15 est assimilé à une poutre cylindrique, donc on vous simplifie le calcul. De diamètre D15 soumise à un moment de torsion MT égale 15 970 Nm. L'arbre 15 est en acier pour lequel la résistance au glissement égale 245 mégapascal, donc newton par millimètre carré. On prend pour cette construction un coefficient de sécurité S égale 3 et un coefficient de concentration de contrainte. Vous vous rappelez les concentrations de contrainte. Lorsqu'on a un accident sur la forme d'un objet, on doit faire intervenir les concentrations de contrainte. Une gorge, une rainure et ainsi de suite. Donc 4T égale 1,6. Pour cette tâche de 2, prendre deux chiffres après la virgule dans les calculs qui suivent. La condition de résistance à la torsion dans une section droite, donc ton maxi, doit toujours rester inférieur à RPG ou REG sur S. Ton maxi doit toujours rester inférieur à RPG. Tout ça, c'est RPG, c'est la résistance au glissement, résistance pratique au glissement. Il est égal à la résistance élastique au glissement sur le coefficient de sécurité. Déterminer le diamètre minimal D15 en millimètres de l'arbre 15. Donc, pour déterminer, il faut poser la condition de résistance. Donc, on a taux maxi est égal à MT sur I0 sur ρ qui est la moitié, le rayon de la distance la plus loin. Donc, MT sur I0 sur ρ devient une multiplication en haut. Mais on doit intervenir le coefficient de concentration de contrainte. Application numérique. Donc, tout ça doit rester inférieur à ça. Parce que ça, c'est taux maxi. D'accord? Donc, on fera le calcul. Là, vous faites sortir D. Donc, vous le faites passer là. Vous faites REG passer là. Devient en dénominateur. S passe en numérateur. On aura D15 à la puissance 3 supérieur ou égal à quelque chose. Voilà. Donc, supérieur ou égal à la racine de 3 de 16 fois 4TS, coefficient de concentration de contrainte, moment de torsion, coefficient de sécurité, pi et la résistance élastique au glissement. Et on a l'application numérique. Donc, le diamètre D15 doit au minimum être égal à 116,80. Voilà. Donc, c'est 116,80, c'est le minimum qu'on doit respecter pour cet arbre. On passe au calcul de l'angle unitaire de torsion, θ15, en prenant, voilà, donc on évite toujours de vous faire payer pour une erreur que vous avez faite dans des questions précédentes. Donc c'est pour ça qu'on vous donne toujours des données fraîches pour les utiliser. Donc tout à l'heure, on a calculé le diamètre D15, mais on vous donne pour faire le calcul. D'accord? Donc, d'élasticité, le module d'élasticité transversale de l'arbre 15 est G égale 80 000 mégapascal. Donc, ici, on va écrire que l'angle θ est égal à MT sur G I0. Vous vous rappelez les équations. Donc, θ égale MT sur G I0. I0 est égal à pi D4 sur 32. On peut simplifier, on peut faire le calcul comme on peut. Donc, θ est égal à 1,08 10 puissance moins 5 radians par millimètre. C'est un angle relatif à une longueur. C'est pour ça qu'on l'appelle l'angle unitaire. C'est un angle sur une longueur, radian par millimètre. Donc, la torsion, l'angle de torsion ne doit pas excéder une valeur qui ne dépasse pas 1,08 10 puissance moins 5. Voilà. La condition de rigidité, elle est donnée. Il faut que l'angle unitaire ne dépasse pas une certaine valeur. On vous l'a donné dans les énoncés. Est-ce qu'elle est vraie? Voilà. Elle est vraie parce que le θ limite est égal à 1,3 10 puissance moins 5 radians par millimètre. Et là, on a 1,08. Donc, ton
tant qu'on reste dans ces conditions, on risque rien. D'accord? On risque rien. Donc on passe à la suite. Conclusion. Est-ce que notre arbre résistera? Oui, il résistera. Pourquoi? Parce que la condition de résistance est vraie. Diamètre limite, c'est 1,3 10 puissance moins 5. Et notre θ, donc θ limite égale 1,3 10 puissance moins 5 radians par millimètre. Et θ qu'on vient de calculer égale 1,08. Elle est toujours inférieure. Donc notre arbre est validé et il peut résister. La condition de résistance à la torsion de l'arbre 15 est respectée car θ15 est inférieur à θ limite. Voilà en ce qui concerne le calcul de transmission. On a vu un peu de calcul de mécanique de fluide et on a vu un peu de torsion. On va passer à la tâche numéro 2. Numéro 3 de la CF2. On est toujours dans la CF2. Donc là, on vous demande de faire une représentation graphique d'un guidage en rotation de l'arbre 15 par rapport au caractère 9. Donc là, on vous demande de faire une conception, un guidage en rotation. Donc le guidage qui est donné, le voici. Donc vous avez l'arbre et vous avez le caractère avec le corps. Vous devez réaliser la liaison pivot entre les deux. Les questions sont, donc là, on doit ajouter les obstacles, on y revient tout à l'heure. Voilà. Représentation graphique du guidage en rotation de l'arbre 15 par rapport au caractère 9. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de représenter les arêtes en translation, ce que vous venez de voir, parce que là, c'est la correction. Des bagues extérieures déroulement 13A et 13B, 13A et 13B, de représenter les arrêts en translation au niveau des bagues extérieures, mise en place des types d'ajustement. Là, est-ce qu'on a un jeu ou un serrage? Là, est-ce qu'on a un jeu et un serrage entre le roulement et le corps, entre les bagues intérieures et l'arbre moteur? La même chose pour les deux roulements. Donc, serré ou glissant. On ne vous demande pas de mentionner les ajustements normalisés, mais de dire si c'est serré ou glissant. Donc voilà. Donc ici, on a besoin de quoi? On a besoin de voir ce guidage-là. Est-ce que c'est un guidage arbre tournant ou alésage tournant? Parce que pour l'arbre tournant, on a un certain nombre de règles, et pour un alésage tournant, on a un autre type de règles. Lorsque l'arbre est tournant, lorsqu'on a un arbre tournant, on sait que les bagues intérieures doivent être montées serrées et bloquées des deux côtés concernant ce type de roulement. Et les bagues extérieures peuvent être montées avec jeu. Et lorsqu'on a un alésage tournant, on a les bagues extérieures qui doivent être montées serrées et bloquées des deux côtés, et les bagues intérieures peuvent être montées glissant. Mais on a un problème de positionnement de l'arbre par rapport à l'alésage. Donc on doit ajouter deux obstacles, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, soit bloquer seulement l'un des deux roulements lorsqu'il s'agit d'un guidage à deux roulements. Donc ainsi, un guidage par paire de roulements. Là, on a quel cas? On est en présence d'un arbre tournant. Donc on aura besoin de 4 obstacles au niveau des bagues intérieures. Donc on aura besoin d'un obstacle ici, un obstacle là et un obstacle ici. Et au niveau des bagues extérieures, on a besoin de deux arrêts pour empêcher la translation, donc le positionnement relatif de l'arbre par rapport à l'alésage. Donc on va essayer de voir la solution. Donc chacun peut proposer une solution comme il peut. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? La conception de la poulie fait un obstacle. On a une autre toise ici et l'épaulement fait le 4e obstacle. Au niveau du haut, on a fait ici un épaulement au niveau de la bague extérieure et ici, on a utilisé un anneau élastique. Voilà, donc un anneau élastique. Voilà pour la conception, pour notre conception.
On va essayer de voir quelques rappels concernant les arrêts-actions. Donc, c'est un bonus que j'ai ajouté pour vous faire un petit rappel concernant les arrêts-actions sur les bagues intérieures et sur les bagues extérieures. Donc, au niveau de l'arbre, le principe, on a un roulement, un arbre, et on veut un arrêt. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour arrêter le mouvement du roulement sur l'arbre? Voilà l'arbre. Et voilà le roulement. Roulement est une rangée de biais à contact radial. Voilà. Donc la première solution qu'on peut utiliser, on peut mettre un montage serré ou un montage léger. On peut utiliser une paire de roulements, donc 2 roulements. Voilà. L'écrou en coche. Voilà. La solution reine, c'est l'écrou en coche. L'écrou en coche a été défini en premier lieu pour servir les roulements. Donc il est fait pour les roulements. Donc l'écrou en coche, comment il se présente? On a un écrou à encoche qui contient des encoches et on a une rondelle qui contient des languettes. Lorsqu'on serre l'écrou, on doit déformer une languette dans une encoche pour empêcher le desserrage. Donc on a besoin d'une rainure pour faire passer la rondelle. Pourquoi? Parce que la rondelle contient une languette intérieure qu'on voit ici, une languette intérieure. Lorsque l'arbre est lisse et ne contient pas de rainure, on ne peut pas faire passer cette languette. Cette languette, quel est son rôle? Lorsque je fais tourner l'écrou en coche et je déforme une languette, pour qu'il se desserre, il doit faire tourner la rondelle avec lui. Mais la rondelle est coincée dans la rainure. Donc, impossibilité de desserrage. Pour démonter, il faut remonter la languette, desserrer la vis et faire démonter le tout. Donc là, on a une solution parfaite. On a la rainure qui va recevoir la languette là. On a un épaulement. On a une partie lisse, donc une portée lisse qui va recevoir la bague intérieure. On monte la rondelle en respectant la languette qui pénètre dans la rainure et on fixe le tout. Quand on finit le serrage, avec le réglage du jeu, si on a un réglage de jeu, là, on n'a pas besoin de réglage de jeu, mais pour les roulements à rouleau conique, on a besoin de réglage de jeu. On déforme une languette et le montage est un desserrage, indesserrable. Donc, pour le desserrer, il faut relever la languette pour dévisser l'écrou. On passe à la suite. Donc, pour la notation, ça c'est l'écrou en coche. Ça c'est la rondelle qui va avec l'écrou en coche. Voilà. Voilà. Pour le montage, le voici. Donc, il faut savoir faire ce dessin et savoir à quoi ça sert chaque trait. Sinon, on ne peut pas dessiner un montage comme ceci. Le roulement, la rondelle et l'écrou avec la rainure. On voit bien la rainure, on fait une coupe locale pour la voir. On passe à la deuxième solution, on peut utiliser les anneaux élastiques. On peut utiliser les anneaux élastiques. Donc les anneaux élastiques, vous les connaissez. Voilà. La gorge, l'anneau élastique, il peut servir à arrêter un roulement. Voilà l'anneau élastique. Mais l'anneau élastique ne peut pas supporter un effort énorme. Donc il faut l'utiliser, mais l'utiliser avec précaution. On peut utiliser un épaulement. On peut utiliser une entretoise. Voilà, une entretoise. Une entretoise, c'est une bague longue. Voilà. Voilà. On a d'autres solutions, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne un rendez-vous pour une éventuelle séquence prochaine, Inch'Allah.